Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, votre émission podcast où les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie parlent de décolonisation, de féminisme et conversent avec des militantes chercheuses, femmes engagées d'ici, du Pacifique ou d'ailleurs. Pour cette dernière émission de l'année 2023, l'équipe de la pause décoloniale vous propose la seconde partie de l'interview d'Angélique Stasny, docteur en sciences politiques à l'Université de Melbourne en Australie et dont le travail porte essentiellement sur le colonialisme, l'anticolonialisme, la décolonisation dans le Pacifique, la politique et gouvernance autochtone, le racisme et la blanchité. Angélique Stasny a écrit le livre Ignored Histories, The Politics of History Education and Indigenous Settler Relations in Australia and Kanaki New Caledonia, Histoire ignorée, les politiques éducatives de l'enseignement de l'histoire et des relations autochtones colons en Australie et Kanaki Nouvelle-Calédonie, publié par les presses universitaire de l'Université de Hawaï en 2022. Pour rappel, dans notre édition du 30 novembre, nous vous diffusions la première partie de l'interview d'Angélique Stasny, dans laquelle la chercheuse nous explique ce qu'elle entend par histoire ignorée. Nous avions discuté de ses travaux sur l'enseignement de l'histoire en Australie et en Kanaki Nouvelle-Calédonie, de politique de réconciliation en contexte colonial, du caractère politique et controversé de l'histoire ainsi que de son enseignement et des liens entre le colonialisme et les politiques publiques éducatives en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, pour la seconde et dernière partie de l'interview avec la chercheuse, il est question de la façon dont l'ignorance peut servir de levier au changement, de l'attitude négative de certains professeurs d'histoire vis-à-vis de l'oralité kanak, des obstacles que les professeurs rencontrent dans l'enseignement de l'histoire, de ce que la chercheuse appelle l'enseignement insurgé de l'histoire, ainsi que la décolonisation de l'éducation. Une interview réalisée par Anaïs Douang-Pédika. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Alors, dans cette deuxième partie d'entretien avec Angélique Stasny, on va parler d'éducation insurgée de l'histoire. Pour rappel, il s'agit de parler du livre qui est basé sur les recherches d'Angélique, qui est intitulé donc en français « Histoire ignorée, les politiques éducatives de l'enseignement de l'histoire et des relations autochtones colons en Australie, Kanaki, Nouvelle-Calédonie ». Et dans le cadre de ces recherches, Angélique... vous avez fait des entretiens avec des enseignants d'histoire en Kanaki Nouvelle-Calédonie et en Australie, et vous leur avez posé des questions. Donc, c'est sur ça que beaucoup de vos réponses et que vos analyses se basent, en plus d'une étude de manuel d'histoire et d'archives dont on parlait il y a 2 semaines dans l'épisode sur l'histoire / les histoires ignorées. Donc, ma première question pour vous, pour cette deuxième partie d'épisode, c'est sur le fait que votre livre, bien que votre livre traite d'histoire ignorée, vous parlez aussi du fait que l'ignorance peut servir de levier au changement. Donc, il y a 2 semaines, on parlait du fait qu'il y avait une volonté délibérée de ne pas savoir, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie et en Australie, mais vous parlez aussi du fait que l'ignorance peut servir de levier au changement. Donc, que voulez-vous dire par là ? Je veux dire que ce qui compte, c'est notre attitude face à notre ignorance. Donc, si un individu a la volonté d'agir et de remédier à cette ignorance, alors il ou elle peut se servir de cette prise de conscience de sa propre ignorance comme levier pour changer. Ce qui importe, c'est ce que l'on fait de cette ignorance. C'est ce que m'a appris mes entretiens avec les enseignants. L'ignorance, elle peut être vue comme un potentiel d'apprendre et de changer les relations de pouvoir autour de l'enseignement de l'histoire. Plusieurs enseignants ont admis, par exemple, qu'ils n'en savaient pas beaucoup ou qu'ils n'en savaient pas assez sur l'histoire coloniale ou qu'ils n'étaient pas, d'après eux, la personne appropriée pour aborder certains aspects ou certaines perspectives sur cette histoire. À partir de là, ils ont fait un effort considérable pour en apprendre davantage sur la question, pour repenser leur façon d'enseigner et consulter les peuples autochtones, les populations locales et les inclure dans l'enseignement. Donc à partir de là, on bouge les lignes, on rompt le monopole qu'occupe le système de connaissances occidentales au sein du système éducatif et on n'est plus dans une logique de domination mais dans l'échange. Dans la partie de votre livre que vous consacrez
à la pédagogie, vous évoquez les attitudes biaisées et discriminantes des professeurs d'histoire par rapport à l'oralité kanak comme système de savoir et comme source historique. À quoi faites-vous référence? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors, je tiens à préciser tout d'abord que ce n'est pas le cas de l'ensemble des enseignants, mais de certains. Quand j'ai analysé les manuels et que je me suis rendu compte du peu de sources kanak sur l'histoire coloniale, j'ai essayé de comprendre d'où cela venait. J'ai demandé aux enseignants leur point de vue et ils ont donné plusieurs raisons. Et parmi elles, quelques-uns ont considéré que le caractère oral des cultures kanak était mal adapté à la recherche historique et à la rigueur scientifique, que l'information pouvait être déformée et donc peu fiable. Donc, par conséquent, ils préféraient les sources écrites. Et ça m'a interpellée parce que ce sont des positions qui divergent des positions actuelles dans les sociétés anglophones, par exemple, de la région, où les chercheurs et les historiens se tournent de plus en plus vers l'oralité et les systèmes de connaissances autochtones comme source historique. En y réfléchissant, j'ai constaté que cela était problématique et biaisé pour deux raisons. Premièrement, cela ignorait que le peuple kanak a utilisé l'écrit après la colonisation afin de contester et résister à l'invasion ou pour partager leur point de vue ou leur culture, par exemple, et qu'au fil des décennies, de très nombreuses sources écrites kanak existent. Donc l'image des cultures kanak comme restant uniquement des cultures orales est un stéréotype. Deuxièmement, c'était ne pas reconnaître que les sources écrites peuvent elles aussi déformer la réalité et être peu fiables. Les acteurs de l'histoire n'ont jamais une neutralité absolue et peuvent avoir des intérêts politiques à témoigner de telle ou telle façon. Donc le processus de l'État d'archiver les documents historiques suit aussi des politiques précises où certains documents sont inclus, d'autres documents sont exclus. Et les archives, elles régulent ce qui peut être dit et préservé. Le philosophe français Jacques Derrida, il disait d'ailleurs qu'il n'y a pas de pouvoir politique sans le contrôle des archives. Donc les archives, elles entreposent et accumulent la connaissance, mais elles cultivent aussi l'ignorance. D'accord, donc c'est vraiment une question de problématiser même les archives. Et il y a quelque chose qui m'a surprise quand j'ai lu votre livre. Vous avez remarqué que les professeurs, en tout cas les professeurs que vous avez interrogés, parce que vous basez votre analyse que sur les personnes que vous avez pu interroger, vous avez remarqué que les enseignants d'histoire en Kanaki Nouvelle-Calédonie prenaient moins l'initiative que les enseignants d'histoire en Australie d'amener des perspectives et des voix autochtones dans leurs cours d'histoire. Pouvez-vous nous dire et nous éclairer sur la raison de cette différence, selon vous? J'en déduis que c'est en premier donc lié à ces attitudes par rapport à l'oralité kanak. Ça s'explique aussi par le fait que les enseignants ils favorisent les visites dans les musées plutôt que l'appel à des intervenants, par exemple. Et d'après les retours que j'ai eus, les enseignants en Kanaki Nouvelle-Calédonie reçoivent une formation plus approfondie sur l'enseignement de l'histoire du pays que leurs homologues australiens. Il est donc plus facile pour eux de transmettre un enseignement qui reste plus institutionnel. En comparaison, plusieurs enseignants australiens interviewés se sentaient plus laissés pour compte, mais ils avaient aussi du coup plus de liberté d'adapter le programme aux réalités locales. Donc il et elles se tournaient donc plus systématiquement vers les membres de la communauté locale pour concevoir leurs cours d'histoire et ancrer les élèves dans l'histoire locale et plus largement dans l'histoire du pays. Enfin, une autre raison est que les enseignants qui ont accepté de participer au projet en Australie étaient ceux qui enseignaient cette histoire, contrairement à d'autres qui ne le faisaient pas du tout et donc qui n'ont pas pris part au projet. Et donc ces enseignants étaient donc particulièrement actifs et impliqués pour repenser l'enseignement historique, pour reprendre leurs propres mots, pour combattre le racisme et le colonialisme et pour remédier au traumatisme lié à cette histoire. Oui, et vous parliez justement juste maintenant du fait que les enseignants d'histoire en Kanaki utilisent peut-être un peu plus la visite au musée. Et ayant moi fait toute mon éducation en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait la visite au musée, peut-être même plusieurs fois. Est-ce que, donc selon vous, il faut vraiment problématiser la visite au musée, surtout quand c'est la seule chose qui est faite par les enseignants d'histoire, pour parler en termes de visite en dehors de l'établissement? Alors, je dis pas qu'il ne faut pas aller au musée, c'est enrichissant et éducatif. Mais disons que ce qui est intéressant par rapport à mes entretiens en Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'était que quand les enseignants ou les enseignantes
avait cette volonté d'inclure les voix autochtones, les voix du peuple kanak, etc., c'était toujours par des canaux institutionnels en général. Donc ça pouvait passer par le musée, par des centres culturels, etc. Mais aussi, je pense, parce que les institutions locales mettent beaucoup plus l'accent ces dernières années sur la formation des nouveaux enseignants, sur vraiment leur donner une plus grande connaissance de l'histoire du territoire. Donc au niveau institutionnel, il y a peut-être plus de ressources qui ont été mises en place pour accéder à ce genre de point de vue. Alors qu'en Australie, les enseignants que j'ai interviewés vont par exemple aller voir la communauté aborigène locale, se présenter, leur expliquer leur initiative et vont directement, disons, essayer de faire venir ces personnes en classe pour valoriser leur vécu, valoriser leur histoire. Oui, et du coup, c'est pour ça que du coup je parlais du musée. Je suggérais pas que vous étiez contre les musées, mais du coup que le musée, il y a quand même pas mal de conversations dans plusieurs contextes coloniaux qui problématisent aussi une vision perspective du musée, de l'histoire ou même de la culture, de quelque chose qui est assez figé. De la même manière qu'on peut être critique des archives qui sont disponibles et de ce que les archives disent, il y a aussi une critique des récits qui peuvent être présentés par les musées, et notamment vous dites ce sont des canaux institutionnels, donc contrairement à une histoire vivante, quand on est en lien avec les communautés, qu'on fait venir les communautés et les sachants de ces communautés-là, les personnes ressources dans la salle de classe, qui est assez fort, je pense. Oui, au niveau pédagogique, il n'y a peut-être pas le même impact. Et dans les musées, bon après, je ne généralise pas non plus, mais disons qu'on met l'accent pour plus parler de l'histoire nationale ou territoriale, dans le sens une histoire plus large qui englobe un peu plus tout le territoire, alors qu'en faisant venir un intervenant local, déjà beaucoup des élèves peuvent s'identifier à cette personne, se reconnaissent dans l'histoire qui est enseignée, et pour ces élèves, c'est quelque chose qui leur parle parce que c'est des personnes qui connaissent au quotidien, et donc ils ont une approche nouvelle de comment en fait l'histoire locale, mais aussi des politiques nationales, impactent leur vie de façon diverse. Ma prochaine question, donc, quels sont les obstacles que les professeurs d'histoire rencontrent dans l'enseignement de l'histoire ? Il y a d'abord les contraintes du programme, donc le manque d'heures pour développer davantage l'histoire du territoire. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les entretiens, que les enseignants se trouvaient parfois un peu point liés parce qu'ils voulaient faire plus mais n'avaient pas la possibilité de faire plus. Ensuite, il y a les lourdeurs administratives. Le coût qu'enseigner l'histoire autrement impliquerait, par exemple, s'ils faisaient venir des intervenants, s'ils organisaient des excursions, des visites, etc. Il y a quelques enseignants qui ont également reconnu que leur ignorance des protocoles ou des politiques internes autochtones les dissuadait à enseigner davantage. Et également, il y a l'attitude de certains parents d'élèves et le manque de soutien de l'institution qui peut aussi intimider certains enseignants et les dissuader d'enseigner les aspects les plus polémiques de l'histoire coloniale. Certains enseignants en Kanaki Nouvelle-Calédonie, par exemple, ils ont rapporté qu'il manquait de légitimité aux yeux des élèves ou des parents d'élèves. Des enseignants non autochtones, en poste par exemple sur la côte Est, ressentaient qu'ils pouvaient être perçus comme des représentants coloniaux qui entretenaient le système. Et le manque de légitimité aux yeux des élèves a aussi été vécu par un enseignant kanak, mais pour des raisons bien différentes. Là, d'après son expérience, le fait que les élèves y grandissent dans une société où le type de travail que l'on fait dépend encore grandement de ses origines, va faire que certains de ses élèves lui ont dit qu'ils demanderaient de changer de professeur parce qu'en tant que kanak, ils considéraient qu'ils n'avaient probablement pas les qualifications requises pour enseigner. Donc, il y a également, des obstacles institutionnels et sociétals à l'enseignement de l'histoire. Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous appelez dans votre livre l'éducation insurgée et nous en donner un ou des exemples dans le contexte de la Kanaki Nouvelle-Calédonie ou même dans le contexte de l'Australie d'ailleurs? Alors le concept d'éducation insurgée a été développé par des chercheurs et des activistes autochtones au Canada en particulier. L'insurrection, elle est définie comme un état de rébellion, un acte de révolte contre l'autorité établie. L'éducation insurgée, c'est donc une partie importante de la décolonisation de l'éducation. Selon un de ces chercheurs, Jeff Contasso, l'éducation insurgée, je cite, elle implique de créer des moments inconfortables et décolonisants où les peuples autochtones disent la vérité et remettent en question le statu quo colonial. Donc l'éducation insurgée, elle est basée sur l'action plutôt que la théorie. Elle se concentre sur les luttes locales autochtones plutôt que sur des lieux lointains.
Elle est centrée sur les peuples autochtones et leur relation à l'endroit, et elle a lieu dans des contextes aussi bien formels qu'informels, et consiste à s'opposer au colonialisme contemporain et à prendre ses responsabilités envers les droits des peuples autochtones. Donc, ce qui différencie les enseignants qui adoptent une éducation insurgée, ce n'est pas tant les sujets qu'ils enseignent que leur façon de les enseigner. J'ai identifié 3 aspects, disons, principaux qui les démarquent. Le premier, c'est qu'ils se servent de leur ignorance comme potentiel, comme une opportunité de s'auto-éduquer et de démonopoliser, si je peux dire, l'enseignement historique. Deuxièmement, ces enseignants, ils partent du local pour ensuite aborder le global dans leur enseignement de l'histoire, afin que l'élève s'identifie et se positionne plus facilement dans l'histoire de sa région, de son pays, et se sente mieux ancré. Donc ça va donc à contre-pied de l'enseignement scolaire en général, qui en fait part du national, du global, pour ensuite illustrer ou contextualiser avec des exemples locaux. Et troisièmement, ces enseignants, ils adoptent une approche localisée en consultant les gens de l'endroit, les Premières Nations, et ainsi à transformer la relation entre l'école et la population locale. Il y a une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est la place des émotions. Tandis que le système scolaire se dit promulguer un enseignement neutre ou sans émotion, l'éducation insurgée et décolonisante, elle va au contraire être à l'écoute des émotions des élèves, travailler à partir de là pour surmonter les traumatismes, par exemple, les placer en tant qu'acteurs de leur développement intellectuel et émotionnel, tout en développant leur esprit critique. Donc l'idée, c'est de transformer une incompréhension, voire un vécu douloureux, un sentiment d'impuissance, en donnant les capacités à ces élèves de trouver des solutions, de transformer cet apprentissage en quelque chose de positif et d'enrichissant. Pour vous donner un exemple d'éducation insurgée en Kanaki Nouvelle-Calédonie, une enseignante du primaire dans la région de Podiwimia a développé des questionnaires adressés aux familles et invité des intervenants en classe. Elle a mis en place 2 questionnaires, un sur l'acculturation et sur l'évolution des pratiques coutumières kanak, et un autre sur le vécu des familles locales pendant les conflits des années 80. Le premier questionnaire était adressé aux parents, aux grands-parents et aux arrière-grands-parents à propos de leur vécu. Et cet exercice, selon cet enseignant, avait un avantage triple. Premièrement, il mobilisait des voix et des perspectives exclues des supports pédagogiques officiels. Deuxièmement, il encourageait l'esprit critique. Et ensuite, il permettait aux élèves de mener leur travail dans leur langue maternelle, qui est le Paichi. Donc, des parents et le chef de la tribu sont également venus en classe pour parler de ce sujet. Et selon l'enseignante, ce projet il a développé l'intérêt et l'attention des élèves pendant les cérémonies coutumières, par exemple, et a redonné de la valeur à leur culture orale. Cela a aussi permis de résorber les tensions qui étaient survenues suite à l'acculturation et la modernité. Le second questionnaire était aussi adressé aux familles des élèves et portait sur les conflits des années 80, une période que les élèves n'avaient pas vécue mais que leurs parents avaient traversée. Et le questionnaire posait des questions sur l'âge des parents à l'époque, où ils habitaient et leur expérience de ces événements. Et selon elle, ça a fait surgir beaucoup de questions au fil des années, beaucoup d'émotions, mais ça a tout d'abord fait remonter de la souffrance et beaucoup de colère, qui a ensuite donné place à un besoin de continuer à travailler l'histoire et de faire émerger, selon elle, le point de vue de l'opprimé, je cite, qui n'est pas présent dans les manuels scolaires. Et donc qu'il fallait plus de consultation avec les gens de l'endroit. Oui, je trouvais qu'il était super cet exemple quand je l'ai lu dans votre livre. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager, par exemple d'Australie ? Oui, alors pour la Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'était le seul exemple, le seul cas d'éducation insurgée que j'avais pu rencontrer. En Australie, pour donner un autre exemple, j'ai interviewé une ancienne enseignante directrice d'école qui a également écrit des manuels scolaires et qui est maintenant formatrice d'enseignants, qui a travaillé avec le peuple Warlpiri. Donc dans un contexte où les élèves ne sont pas des natifs, qu'on n'ont pas comme langue maternelle l'anglais, mais le Warlpiri. Et donc elle avait décidé, d'une part, elle avait vécu plusieurs années là-bas, elle parlait couramment la langue locale, et donc elle avait élaboré vraiment des liens étroits avec les parents. Et elle avait basé son enseignement sur la confiance, c'est-à-dire qu'elle disait l'école elle est ouverte. Si les parents à tout moment de la journée, de la semaine, ils voulaient venir assister
à ses cours, à ses leçons. La porte était ouverte, il pouvait s'asseoir en classe, écouter ce qui s'y passait, pour en fait réussir à réparer ces relations, ce manque de confiance qui peut exister entre l'école et les parents d'élèves. Ensuite, donc pareil, elle faisait venir des intervenants. Donc elle avait par exemple une collègue qui était d'origine aborigène et européenne. Et donc elle avait fait venir sa mère, qui en fait était issue, sa mère, quand elle était plus jeune, elle s'était fait violer par un Européen. Et donc sa collègue était le résultat de cette relation. Et donc elle était venue pour parler de cette expérience, mais aussi pour parler de tout ce qui est génération volée. Parce que pendant des décennies et encore maintenant, les aborigènes soit les aborigènes ou ceux qui ont des ancêtres aussi bien aborigènes qu'autres ont été et continuent d'être enlevés de leur famille pour être éduqués en grande partie par des familles non aborigènes et être assimilés. Donc en fait, elle a décidé de faire venir cette personne pour qu'en fait cette histoire parle davantage aux étudiants et qu'ils comprennent en fait l'implication que ça peut avoir au niveau local. Et elle, une chose importante aussi, comme elle était locutrice du Warlpiri, c'est que dès que c'était nécessaire et dès qu'elle jugeait ça important, elle enseignait aussi dans la langue locale pour vraiment améliorer donc la compréhension des élèves, l'alphabétisation et que eux ils se sentent reconnus dans leur culture et dans leur langue. Merci beaucoup pour ces deux exemples vraiment très parlants. Et tout à l'heure, quand vous nous décriviez ce que l'éducation insurgée était, vous parliez notamment de la relation à l'endroit, donc de l'importance de l'endroit. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de la création d'un lien entre l'école ou l'établissement scolaire et la communauté autochtone dans laquelle cet établissement ou l'école se situe? Le lien entre l'établissement scolaire c'est encore précaire, aussi bien en Australie qu'en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, d'après les comptes rendus des professeurs, l'enseignement le plus efficace a lieu quand la communauté autochtone se sent reconnue et impliquée dans l'éducation. Par exemple, bien que le recrutement des enseignants ait fortement évolué en Nouvelle-Calédonie de manière positive ces dernières décennies, par exemple, la plupart des enseignants recrutés sont désormais issus du territoire, par exemple, aujourd'hui. Et un enseignant est recruté dans l'Hexagone seulement si le poste n'a pas été pourvu par un candidat du territoire. La proportion, par exemple, d'enseignants Kanak est largement encore en dessous de la proportion des Kanaks dans la population totale. Et une conséquence, selon les enseignants, c'est que l'école, et surtout au niveau du secondaire, continue à être perçue comme l'école des Blancs dans plusieurs localités. Et ce lien, il est aussi parfois difficile à établir, donc entre l'école et l'endroit ou la communauté locale, ou à entretenir sur le long terme, à cause du peu de temps qu'un enseignement non autochtone va généralement rester dans une école où la grande majorité des élèves sont autochtones. Cette constatation, elle est valable pour l'Australie aussi bien que pour la Nouvelle-Calédonie, notamment sur la côte Est et les îles Loyauté, où il est courant qu'un enseignant reste 2 ans ou à peine plus avant de partir ailleurs. Donc là, il est difficile sur le long terme d'établir, des relations sereines et enrichissantes entre l'école et la communauté locale. Chris Sarah c'est un ancien proviseur d'établissement à l'approche novatrice en matière de réussite scolaire autochtone en Australie. Il souligne pourtant qu'il est important que les enseignants ils écoutent leurs élèves, leur histoire et l'histoire de la communauté locale afin d'améliorer leur apprentissage et susciter leur intérêt. Donc la réponse, selon lui, c'est vraiment de créer du lien et d'avoir de grandes attentes de la part des élèves et de la communauté locale. Merci beaucoup. Et du coup, par rapport à ça, j'ai une question qui me vient. C'est par rapport à parce que là, vous parliez de la côte Est et des îles Loyauté, et je me pose la question de en quoi, ces dynamiques-là entre le lien entre l'école et la communauté locale, elles changent ou peut-être elles se complexifient quand on est en milieu urbain. Donc, par exemple, quand on est dans des écoles de Nouméa. Est-ce que vous avez eu des récits par rapport à ça d'enseignants qu'est-ce qui peut être fait et en quoi c'est plus compliqué quand on a des établissements scolaires en milieu urbain? D'après les comptes rendus des enseignants, disons que dans les milieux urbains, les établissements ont une très grande diversité culturelle. Pour eux, disons que alors il y avait des enseignants vraiment très proactifs qui menaient des projets
justement pour mettre en valeur pas seulement donc la culture, les cultures kanak, mais aussi toutes les cultures issues des autres populations qui peuplent le territoire. Et donc vraiment de créer, disons, des passerelles et des correspondances entre ces cultures pour qu'il y ait une meilleure compréhension, une meilleure entente. Disons que peut-être les freins ou les obstacles qu'ils peuvent, disons auxquels ils peuvent faire face, d'après ce que l'on m'a dit, c'est plus au niveau, je dirais peut-être logistique ou soutien. Par exemple au niveau institutionnel, pour pouvoir mener à bien des projets, pour pouvoir faire venir des intervenants. Donc il y a aussi bien, disons, comme obstacle des lourdeurs administratives, des manques de fonds, ou même parfois, selon les sujets ou les types de projets, des manques de soutien des institutions locales par rapport à ça. D'accord. On arrive à ma dernière question, qui est une grande question. Comment, selon vous et selon vos recherches, vos lectures, comment on peut radicaliser et décoloniser l'enseignement de l'histoire, notamment dans le contexte politique dans lequel la Kanaki Nouvelle-Calédonie se trouve actuellement, dans une sorte finalement d'impasse politique coloniale où on n'a pas trop de visibilité nécessairement sur le futur ou voilà. Alors, je vois ce que vous voulez dire en parlant de radicaliser. Mais pour ne pas induire en erreur les auditeurs ici, je vais me concentrer vraiment sur décoloniser parce que dans le contexte actuel, ce qui est qualifié en politique un peu de position radicale sont en fait souvent des postures profondément humaines. Et donc, je veux juste faire le point là-dessus, que c'est ce qui est entendu par radicaliser. En fait, c'est vraiment faire avancer des projets politiques qui sont profondément humains. La question à laquelle j'en suis venue à la fin du projet, donc c'est comment l'enseignant peut-il ou peut-elle exposer les élèves à des connaissances difficiles, à la violence coloniale, au traumatisme, sans engendrer davantage de violence et de traumatisme. Et la chercheuse, donc il y a une chercheuse en enseignement autochtone qui s'appelle Catherine McConaughey en Australie, qui estime qu'il est important de faire face à ces histoires traumatiques et difficiles, à dire, je cite, l'indicible, et de provoquer des réactions, de faire remonter des émotions afin de guérir et de cicatriser. Et les luttes contre le colonialisme, contre le pouvoir colonial, sont d'ailleurs souvent une lutte de la mémoire contre l'oubli. Les études, elles ont longtemps visé à faire émerger la voix des colonisés, donc la voix des sans-voix. Il y avait notamment l'article très connu par Gayatri Spivak sur les subalternes peuvent-ils parler, en anglais, qui était publié en anglais. Mais savoir écouter est tout aussi important. C'est quelque chose que je relève à la fin dans mon livre. C'est que si la parole, elle n'est pas accompagnée de l'écoute, il n'y aura pas de relation. La capacité d'écoute des pouvoirs coloniaux et des populations issues de la colonisation, elle est cruciale. D'ailleurs, les enseignants qui ont mis en place une éducation insurgée ont rapporté que la source principale de leur apprentissage était l'écoute. Les voix, les connaissances et les souverainetés autochtones qui ont été marginalisées au cours de l'histoire doivent à nouveau occuper une place centrale dans l'histoire de leur pays et dans le système éducatif. Et il faut démonopoliser l'espace éducatif afin que les peuples autochtones et les populations issues de la colonisation renégocient leur cohabitation et créent de la réciprocité, une réelle égalité et une pluralité des savoirs. Selon moi, dans le contexte actuel, il ne suffit pas simplement de réformer un ancien modèle éducatif ou le modèle existant, ou d'essayer de mieux inclure les peuples autochtones dans ce modèle éducatif, mais de profondément transformer ce système, de pouvoir penser au-delà des institutions existantes. Bien que les formes d'éducation insurgées adoptées par certains enseignants n'aient pas permis de changer le système par elles-mêmes, à leur niveau d'individu, elles ont tenté de faire bouger les lignes et de changer les relations de pouvoir entre autochtones et non autochtones, et entre l'école et les peuples autochtones et l'environnement local de l'école. Et ces initiatives, selon moi, elles peuvent amener l'enseignement scolaire dans une bonne direction et décoloniser l'autorité éducative. La décolonisation de l'enseignement historique, il peut prendre plusieurs formes, mais la simple inclusion dans le système éducatif existant n'en fait pas partie. Au stade où se trouve la Kanaki Nouvelle-Calédonie actuellement, où le futur institutionnel politique est en renégociation et reste à écrire, selon moi, le territoire il a un potentiel énorme de pouvoir repenser les pratiques, repenser les institutions et transformer en profondeur l'enseignement qui est donné à l'ensemble des élèves du pays. Merci beaucoup pour cette réponse. Et c'est sur ces derniers mots
sur l'importance d'une transformation profonde du système plutôt qu'une inclusion dans le système colonial existant que nous terminons cette interview. Merci encore, Angélique, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir partagé vos recherches avec beaucoup de générosité. Et merci beaucoup à vous à nouveau pour l'invitation. Merci aux auditeurs, aux auditrices. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et que l'émission dure longtemps parce qu'elle est très utile. Merci Anaïs Douang-Pédika, encore une fois une superbe interview pour alimenter nos réflexions et nos actions. Merci Angélique Stasny d'avoir accepté de répondre au micro de la pause décoloniale. Merci à vous, auditrices, auditeurs. Nous espérons que cette interview vous a plu. Pour rappel, Angélique Stasny est docteure en sciences politiques à l'Université de Melbourne en Australie. Son travail porte essentiellement sur le colonialisme, l'anticolonialisme, la décolonisation dans le Pacifique, la politique et gouvernance autochtone, le racisme et la blanchité. Vous pouvez retrouver cette interview publiée en 2 parties sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Nous arrivons presque au terme de l'année 2023 et notre saison 2 s'achève avec près de 20 éditions au compteur pour cette année. Nous souhaitons remercier chaleureusement Radio Jido pour le créneau qu'il nous a accordé sur les ondes afin que l'on puisse diffuser notre émission. Merci à vous également, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, en 2024, donc, pour de nouvelles pauses décoloniales. En attendant, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, car Kanaki a besoin de nous tous pour se construire. À l'année prochaine, Oleti!